Salut les extraterriens, vous l'avez sûrement compris, mon invité du jour n'est pas un marin comme les autres. Il a couru de nombreuses courses au large, mais il s'est également lancé le défi de gravir l'Everest. Le Vendée Globe, c'est aussi l'Everest des mers. Vous le savez, depuis plusieurs épisodes, je m'intéresse beaucoup aux alpinistes et j'avais envie de faire les passerelles entre le monde de la voile et le monde de la montagne. On mange entre 5 à 6 000 kilocalories jour. J'ai des souvenirs de ma nutritionniste qui me disait « T'arrives pas à manger, fais-toi des shoots d'huile d'olive, ça va t'aider à prendre des calories. » Qui de mieux que Maxime pour répondre à toutes mes questions? Vous allez le voir, c'était un moment passionnant, il y a eu des moments terrifiants où il a vécu la mort de très proche. Je crachais du sang, je toussais. Et on a aussi décousu ensemble toutes les clés de la performance cognitive pour avoir un cerveau plus efficace à 8000 mètres d'altitude. Il faut que j'aille chercher 15 minutes ou 30 minutes de sommeil sur un tour du monde. Donc en cumulé de 24 heures, on fait 5 à 6 siestes. C'était un épisode passionnant et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Juste avant de commencer cet épisode, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment ce qui nous aide à aller chercher des invités aussi passionnants que Maxime. Aussi, si vous voulez découvrir les coulisses du média, allez sur Extraterrien, je vous mets le compte juste là. Enfin, si vous avez envie de débuter en préparation mentale, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas envie de lire tous les livres que moi j'ai pu me farcir sur le fonctionnement du cerveau et sur comment vous mettre à la préparation mentale, sachez que j'ai créé le kit du performeur. C'est tout simplement un kit dans lequel vous allez pouvoir découvrir plein de ressources hyper intéressantes pour commencer en préparation mentale. C'est aussi une autre manière de nous soutenir à partir de 5 € par mois. C'est sans engagement et le lien est juste en dessous dans la description. Donc je remercie d'avance les 100 personnes qui nous soutiennent et je compte sur toi aussi pour passer à l'action. Allez, on démarre tout de suite avec ce super épisode de Maxime Sorel. Salut Maxime. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va top, merci de me recevoir ici. Eh ben merci à toi d'être venu jusque moi, t'as fait les 4 coins de la planète, du plus profond, peut-être pas le plus profond encore, mais en tout cas des points le plus haut et des points le plus loin aussi. T'as l'extrême opposé de la France, c'est quoi? C'est le cap... Je sais pas, le plus loin, le plus impressionnant, c'est le point Nemo. C'est là où on est le plus éloigné de toutes les terres et à cet endroit-là, il n'y a pas grand monde qui y passe. Ouais. C'est le plein milieu du Pacifique, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit, hein, à 7 jours d'une vie et on est plus proche des spationautes que d'une vie à terre, quoi. C'est dingue. On ressent quoi quand on passe à cet endroit-là? À la fois, on est content d'y passer parce que c'est pas sûr qu'on y repasse un jour. Et à la fois, c'est un peu stressant parce que clairement, justement, il y a personne qui y passe. Et s'il nous arrive un truc, on sait que là, à ce moment-là, on est seul. Ouais. À moins qu'un concurrent vienne nous chercher, ce qui est pas toujours évident. Et il y a pas de trafic maritime, il y a rien à part peut-être un sous-marin ou l'armée quoi qui est présent. Ouais. Ok. Ouais, donc il y a une sensation de solitude et de vide qui peut s'emparer de toi si t'y penses, quoi. Ouais, c'est sûr, sur ces endroits du globe proches du pôle sud, hein, la partie antarctique, c'est quand même assez hostile. Les mers sont froides, le vent est dense, donc on ressent vraiment les éléments au plus profond. Hein. Ok. T'y es passé qu'une fois? Ouais. J'y suis passé qu'une fois. Le queue n'était pas du tout un réducteur, tu vois. Je suis encore jeune, mais ouais. C'est des endroits où on va peu. En fait, on y va que quand on fait le tour du monde, le Vendée Globe, et on va rarement s'entraîner par là. Ouais. C'est à la mi-course. C'est la mi-course, c'est ça. Après la descente de l'Atlantique, on fait tout le tour. Donc, pour schématiser, hein, le Vendée Globe, c'est un mois dans l'Atlantique, nord-sud, un mois dans les mers du Sud, et puis un autre mois pour remonter l'Atlantique, quoi. Ouais. Toi, quand tu y es passé, c'était comment? C'est quoi? C'est un calme plat, il y a pétole, ou au contraire, c'est des creux de 3 mètres et il faut s'accrocher? Alors, c'est plutôt des creux de 6 à 8 mètres. En fait, c'est un endroit où il fait vraiment pas bon vivre. Ouais. Tout est gris, il y a peu de lumière. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand on regarde au nord, il fait très très nuit, et quand on regarde au sud, il fait jour tout le temps parce qu'on est hyper proche du pôle, donc les rayons du soleil touchent le pôle. Et il fait jamais nuit en fait quand on regarde au sud. Et les conditions sont dantesques. C'est des grosses vagues, beaucoup de vent, très froid. Dehors sur le pont, il fait des températures négatives. Et ouais, c'est assez effrayant. Ok. C'est le moment où tu as eu le plus froid?
Ou est-ce qu'il fait En mer. En mer, ouais. En mer, oui, clairement, c'est le moment où j'ai le plus froid en mer. J'ai souvenir que les cordages étaient gelés, en fait, étaient très raides par la tension de la corde, mais aussi gelés par le fait qu'il fasse très très froid. Et le vent ressenti avec les vents qui peuvent avoisiner les 50 à 60 nœuds, donc environ 110 km/h, font que justement ça abaisse la température et donc les cordages viennent à geler, quoi. Ouais, puis en plus, si t'es un peu trempé, parce que j'imagine s'il y a des creux de cette taille, t'es pas sec. Non. Avec le vent, ça doit être sympa, quoi. Ouais, sur mon premier Vendée Globe, j'avais un vieux bateau, qui était ouvert. Donc du coup, les vagues, quand elles déferlent, elles arrivent à rentrer dans le début de l'intérieur du bateau. Et c'est tout le temps humide. Donc c'est sûr qu'à cet endroit-là, il vaut mieux avoir un bon sac de couchage, quoi, et puis des fringues adaptées, quoi, pour pas être trempé tout le temps, quand même. Est-ce que, juste après, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas, mais est-ce que, justement, à ces points-là de la course, on réfléchit à limiter ces passages sur le pont et on se dit, tiens, c'est pas les moments où il faut que je sorte trop, faire le fiero, on y réfléchit, enfin tu vois, c'est calculé à ce moment-là. Ouais, totalement. C'est vraiment un des endroits où surtout on s'accroche au bateau, on s'attache. À la différence où on passe par exemple l'équateur, où c'est quand même généralement plutôt clément, il fait chaud, on est en caleçon, on n'a rien tellement il fait chaud dans le bateau. Et on en oublie en fait l'aspect sécurité, et donc on s'accroche beaucoup moins. Alors que là-bas, ça fait tellement peur que voilà, c'est un peu comme dans une voiture de course, on va très vite, on met la ceinture de sécurité. Parfois, pour aller chercher le pain à 2 minutes de la maison, on laisse sonner le bip et on met pas la ceinture. C'est un peu pareil, quoi. Et oui, pour les manœuvres, clairement, on y réfléchit avant et on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va gagner du temps sur la partie perf par rapport au risque qu'on va prendre? Et parfois on fait pas la manœuvre parce qu'on se dit voilà, clairement je vais patienter un peu, attendre que le vent remonte et on gagne en sécu, et donc pour la suite c'est plus intéressant, quoi. Ouais, ok. On a fait une belle intro qui nous a mis tout de suite dans le vif du sujet, à des endroits les plus terrifiants, en tout cas sur le Vendée Globe. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît, Maxime? Ben ouais, donc je m'appelle Maxime Sorel, je suis skipper de course au large, donc je navigue à la voile sur toutes les mers du globe. Je suis skipper de l'IMOCA VNB Montbana-Mayenne, avec lequel je vais prendre part au prochain Vendée Globe, le 10 novembre prochain. Et je suis aussi à la base ingénieur en génie civil, donc j'ai travaillé 6 ans dans le métier à faire de la gestion de projet sur des ouvrages souvent liés au maritime, construction de ponts, aménagement de ports. J'ai pas mal bossé sur Paris, notamment pour la SNCF, sur tous les ponts qui sont au-dessus de l'eau. Ok, super. Et tu viens d'écrire un super livre, alors que j'ai pas encore lu, mais je me doute pas une seule seconde. Il va falloir lire. Je me doute pas une seule seconde qu'il est génial. Mon double Everest, effectivement, parce que tu as la particularité quand même d'avoir aussi gravi l'Everest en 2023. On va en parler. Je t'ai dit en préparation que j'avais envie de comprendre un petit peu en filigrane en quoi ça avait fait de toi un meilleur marin et aussi un meilleur homme, tout simplement. Donc que je recommande aux éditions Gallimard. Il est sorti quand ? Il est sorti le 10 octobre. 10 octobre, donc tu vois, on est pile poil dans le timing. Je vais l'ajouter à la petite bibliothèque extraterrien, juste là, j'en ai reçu un autre avec celui de Mathias Dandois. Mon double Everest, on vous met le lien dans la description pour les auditeurs et les auditrices, si jamais vous avez envie de l'obtenir, mais j'imagine aussi dans les librairies, la Fnac. Ouais, c'est ça, il est disponible partout aujourd'hui. Ok, eh ben super. Trop bien. C'est quand la première fois que tu as mis les pieds sur un bateau ? Eh ben, j'avais 8 ans. En fait, moi, je suis originaire de Cancale, donc juste à côté de Saint-Malo, en Bretagne. Et quand on a cet âge-là, à peu près, on fait une classe de mer, on appelle ça. C'est une découverte du milieu maritime. Et donc, on va pendant 4 jours dans une école de voile proche de l'école, et on va découvrir tout ce qu'on peut y faire dans l'eau. Donc, nager, jouer avec les vagues, du surf, de la planche à voile, de l'optimiste. Et c'est à ce moment-là où je découvre en fait les joies de la voile. Et c'est assez étonnant parce que
beaucoup de mes camarades détestaient le truc, c'était humide, froid, la voile on peut pas aller face au vent donc c'est compliqué, il y a plein de trucs à comprendre, c'est pas fun en fait au début pour un enfant. Et moi je trouvais ça justement très fun de réussir à y arriver alors que les autres galéraient. Et c'est comme ça que j'ai aimé la voile, en me disant je vais essayer d'aller plus vite que mes petits camarades malgré toutes les problématiques que peuvent engendrer la voile. Et je trouve que c'est une bonne école de la vie en fait. Ouais, c'est vrai. Et je suis aussi d'accord sur le fait que pour un enfant, c'est des fois un peu traumatisant. Moi, je sais que j'ai des copines qui m'ont dit plus jamais, quoi. Enfin, tu le fais 1 an et puis après, t'as plus du tout envie, ouais. Mais ça vient assez rapidement, le déclic, que c'est quelque chose que tu as envie de garder dans sa vie, que tu as envie peut-être d'en faire quelque chose, dans une aventure professionnelle et d'en faire ton métier? Pour moi, pas vraiment. Alors, je fais quand même de la compétition jeune, mais juste pas les bancs de la Fédération française de voile pour en faire mon métier. Je suis donc à Cancale dans la petite école, et puis après je vais très vite sur Rennes et donc je navigue un peu moins. Après je fais mon école d'ingénieur pour le génie civil et je suis en alternance, donc je suis un peu partout sur la France, et donc je navigue beaucoup moins, mais j'ai quand même toujours un lien notamment avec une équipe semi-professionnelle où je navigue sur des plus gros bateaux. Et à ce moment-là, je me dis pas clairement que je vais en faire mon métier. Je veux devenir ingénieur et gérer des magnifiques projets de construction d'ouvrages d'art. Et c'est plutôt après, c'est en 2010, étant de Cancale-Saint-Malo, on a la route du Rhum qui part de Saint-Malo. Et donc, gamin, mes parents m'emmenaient voir les magnifiques bateaux partir, prendre le départ de cette course. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Je le dis même aux Parisiens ou même aux Savoyards qui nous écoutent. Si vous avez l'occasion, faites-le. Et je trouve c'est la plus grosse course où il y a la plus grosse course au large aujourd'hui, où il y a le plus de nombre de bateaux au départ, il me semble, non? Toutes les catégories confondues. Ouais, c'est ça. C'est là où il y a le plus grand nombre de bateaux. Après, il y a moins de monde que sur le Vendée Globe, parce que le Vendée Globe, ça reste le seul tour du monde sans escale, sans assistance. En revanche, il y a quand même une espèce de magie de voir toutes sortes de bateaux partir, à la fois des sportifs de très haut niveau, des professionnels, mais aussi des amateurs. Puis c'est Saint-Malo aussi, faut quand même le dire. Puis c'est Saint-Malo et ça va en Guadeloupe. Voilà, c'est un côté, il y a le rhum, il y a beaucoup de fêtes à Saint-Malo. Donc oui, j'invite aussi les gens à aller voir ce qui s'y passe. Et en 2010, en fait, je ne vis pas l'édition, alors que j'aurais pu la vivre de l'intérieur parce que j'étais avec un team qui la faisait. Et du coup, en fait, un peu frustré de ne pas pouvoir la vivre. Je suis en projet de fin d'études et je suis au Canada en train de faire un programme de recherche sur le béton. Et donc, du coup, un peu frustré, je me lance le défi en me disant « Ok, la prochaine, j'y serai, ça c'est sûr, mais en plus, je passerai la ligne. » Et donc, ça mûrit dans ma tête. Et c'est là que vient le côté professionnel à partir de 2014 où je vais participer à la route du Rhum parce que je me suis lancé ce défi. Mais je suis pas tout de suite professionnel. Je mets 3-4 ans avant d'arrêter mon métier d'ingénieur pour devenir aujourd'hui coureur au large, quoi. Ok. Tu sais, c'est quelque chose que j'adore dans la voile, c'est que c'est souvent une double vie en fait. Ça vient à un moment, tu vois, la voile est toujours là, mais il y a le déclic quoi, qui se passe. Et donc toi, c'est au départ d'une course que tu te dis tiens, t'as envie de le faire. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce défi-là? Je pense que la magie que j'ai pu connaître sur les quais à Saint-Malo, qui donne quand même envie de partir, envie d'aller voir ce qui s'y passe. Moi, j'avais jamais fait de course en solitaire, j'avais jamais traversé l'Atlantique à la voile, et donc là, je me lançais le défi à travers toutes les entreprises avec lesquelles je travaillais, mon entreprise pour laquelle je travaillais qui devenait partenaire. Enfin, c'était devenu un projet collectif en fait de faire traverser ce jeune ingénieur sur un bateau à voile, la plus petite catégorie qui existait, la classe 40. Et le déclic, il vient pendant cette course en fait de me dire en fait la course au large c'est 2 trucs, c'est ma passion, la voile, donc j'adore naviguer, aller vite sur l'eau, pas forcément faire de la plaisance, mais aller vite sur l'eau. Et la gestion de projet. Donc, en fait, la course au large, c'est trouver des partenaires, trouver une banque, des assurances, trouver un bateau, manager une équipe, avoir des ingénieurs autour de nous pour préparer le bateau.
Et tout ça, je le découvre pendant cette course et je me dis, mais en fait, je pourrais à la fois faire mon métier et vivre de ma passion. Et c'est là où je décide de rentrer dans le monde professionnel, quoi. Ok. Combien il faut lever d'argent, tu vois, quand on a un gamin, excuse-moi, tu vois, de mes sorties d'études, qu'on a travaillé, mais à peine, tu vois. J'imagine que, tu vois, t'es pas forcément là directement la personne à qui on se dit tiens, je vais lui faire confiance, lui il va y arriver, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais je me mets à la place du banquier. J'adore mon banquier, mais bon. Attention parce que peut-être qu'il écoute. Hein. Certains sont pas les plus réceptifs, tu vois. Comment tu les convaincs? Combien il faut? C'est comment t'organises un petit peu tout ça au début? Alors ça faisait déjà 4 ans que je travaillais. Ok. Et donc du coup j'avais mis un peu d'argent de côté. Alors, je gagnais plutôt bien ma vie en tant qu'ingénieur en génie civil, bien mieux qu'aujourd'hui en tant que coureur au large. Et il a fallu que je mette de l'argent sur la table. Hein. Il a fallu que je mette 50 000 euros pour prouver à la banque que j'étais en mesure de subvenir aux besoins de mon projet et qu'il fallait qu'il me prête de l'argent pour acheter un bateau. Et que ce bateau, j'allais le faire fonctionner avec une association et des partenaires qui allaient financer ce projet. Alors c'était 180 000 euros pour ma première route du Rhum, ce qui était peu par rapport au budget d'un Vendée Globe par exemple qu'on peut avoir là avec le bateau qu'on a. Mais c'est quand même toujours une somme qu'il faut trouver. Ouais. Et globalement, j'ai réussi assez vite à embarquer des entreprises parce qu'ils trouvaient ça atypique, un jeune qui se lance un défi d'aller traverser l'Atlantique, qui est ingénieur mais qui bosse. Il y a quand même beaucoup de skippers qui sont ingénieurs mais qui n'ont pas travaillé et donc qui se sont lancés directement côté professionnel. Et donc j'ai trouvé des partenaires essentiellement liés à mon activité, donc dans le bâtiment, travaux publics. Et la banque a été assez facile à convaincre parce que c'était un jeune qui se lançait aussi dans son métier qui s'est dit tiens, c'est un projet atypique et tu seras mon premier et donc je vais t'accompagner là-dessus. Donc c'est aussi un peu de chance à ce moment-là de rencontrer la bonne personne et aujourd'hui on se revoit encore et il est quand même plutôt fier d'avoir contribué à la réussite de ce projet Route du Rhum, quoi. Ok. Oui, il s'appelle comment cet homme, ce garçon? Il s'appelle là faudra couper. Ouais, c'est pas grave, au pire on skip, mais en tout cas on l'embrasse. Ouais. Ah merde, je ne sais plus, faudra couper. C'est pas grave. Et ouais, ça me semble rien du tout en fait pour acheter un bateau et gérer. Il y a quoi au début? T'es tout seul à tout faire en fait, j'imagine. Tu peux pas vraiment t'entourer avec un budget comme ça. Non, avec un budget comme celui-ci, alors je me paye pas, je paye personne. Alors j'ai eu un tout petit peu d'aide à la fin. J'avais 3 mois de congés en retard et en fait j'ai soldé mes congés pour aller faire cette route du Rhum. Avant, sur les courses de préparation, je prenais aussi de la dispo et sur la dernière ligne droite, j'ai payé quelqu'un pour m'aider dans la préparation technique plutôt. Et sinon, tout le reste, ça a été des bénévoles, des amis de mes parents, des potes à moi et qui venaient me filer la main sur différents sujets. Donc oui, c'est très peu, clairement. Ça paye pas le bateau. Ça a permis de l'amortir sur la période où je l'ai utilisé. Et après, il a fallu que je le vende pour couvrir les frais. Ouais. Donc c'était assez précaire. Mais ça reste un métier assez précaire quand même. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que les gens oublient souvent que en tout cas, quand on vient pas de la voile, toute l'économie des bateaux, quoi. Tu vois, de racheter un bateau qui a déjà couru, qui a déjà terminé une course, et puis de te dire, tiens, je peux le faire, du coup, il l'a déjà fait une fois, je peux le faire une deuxième fois. Puis tu rachètes aussi à quelqu'un, j'imagine, ouais, qui va peut-être te transmettre, qui va aussi un peu t'apprendre. Toi d'ailleurs, c'était un bateau qui avait déjà fait le Vendée Globe, ou qui avait déjà fait la route du Rhum. Ouais, c'était un bateau qui avait fait la route du Rhum avec un projet plutôt amateur, mais quelqu'un qui avait fait des transats Jacques Vabre, différentes transatlantiques, quelqu'un qui avait un métier aussi à côté. Donc on avait un
un projet un peu similaire finalement, parce que moi j'étais aussi dans la vie active et donc du coup on se lançait un défi et lui avait décidé d'arrêter et donc il vendait son bateau. Le bateau était proche de chez moi en Bretagne. Voilà, c'était un bateau plutôt simple, pas très cher et c'est pour ça que j'ai choisi ce bateau-là. Ouais. Ok. Le rêve ultime, c'est toujours le Vendée Globe. Quand on fait de la course au large et qu'on termine ses premières courses, ça reste le Graal du marin. Pour un marin aventurier, oui. Pour tous les marins, pas forcément, parce que ça reste une course hyper longue, une course qui est finalement très technique. C'est la seule course qui est sans escale, sans assistance. Et donc, il y a cette nuance de tout gérer pendant autant de temps, tous les problèmes, parce que clairement, il y en a beaucoup. C'est des bateaux qui sont bourrés de technologie, donc forcément, il y a des choses qui déconnent. Et oui, ça reste quand même le Graal, parce que c'est toute discipline confondue. Il n'y a pas de course aussi longue qu'un Vendée Globe. Peu importe les disciplines, l'ultra trail ou enfin n'importe lesquelles. Et c'est vrai que c'est quand même la course de tous les extrêmes, mais il y a beaucoup qui se disent moi jamais je ferai ça parce que c'est trop long, j'ai pas envie de rester 3 mois seul sur mon bateau à gérer toutes ces galères. Il y en a certains, ils préfèrent juste naviguer à la journée ou naviguer en voile olympique. C'est des créneaux quand même très très courts de navigation, donc je suis pas sûr qu'ils se voient tous aller faire un Vendée Globe. Toi, ça te faisait pas peur? Passer 90 jours, 100 jours plus en mer, ça t'intimidait pas? Tant que je l'avais pas vécu, je me suis pas amusé à aller lire des choses, à aller regarder des choses, un peu comme j'ai fait sur l'ascension de l'Everest. Je voulais vraiment vivre mon aventure et je voulais pas me polluer avec ce que les autres pensaient de leur aventure. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu m'effrayer de regarder une course entière d'un mec pendant 3 mois qui en chie. Et non, j'avais envie de me faire ma propre expérience sans trop me poser de questions. J'ai juste géré les aspects de sécurité, les milieux dans lesquels on allait, les milieux qu'on allait traverser, donc les mers du Sud, essayer de me renseigner plus d'un point de vue sécu et pour voir comment fallait s'y préparer, mais plus sur la partie technique que la partie mentale, quoi. Ok. Est-ce que la deuxième fois, du coup, c'est un peu plus effrayant? Quand tu sais ce qui t'attend, quand tu sais que il y a un peu la pression de faire mieux, d'aller un peu plus vite. Est-ce que une fois l'insouciance partie et le sérieux arrivé au grand galop, est-ce que c'est un peu plus stressant ou c'est une position qui est différente? À quel point c'est une position qui est différente? Mais en fait, j'arrive pas encore à répondre à cette question et elle me trotte dans la tête pas mal, notamment sur la préparation physique que j'ai pu avoir pour aller gravir l'Everest, mais aussi pour la partie plutôt bateau. À mon retour de Vendée Globe, j'étais pas entouré de spécialistes comme aujourd'hui. Et il y a probablement des tas de choses qui se sont enfouies en moi pendant le tour du monde. Et auquel j'ai pas forcément eu de réponse après. Ce que j'ai eu après mon ascension l'Everest, parce qu'aujourd'hui je suis entouré avec un centre d'analyse et de performance humaine qui est à Annecy, qui s'appelle 321 Perform, et donc du coup eux ils m'ont accompagné vers justement la suite d'une telle aventure. Et aujourd'hui je suis partagé justement sur l'avis de me dire vu que je sais ce qu'il faut faire pour sortir d'une situation, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un frein à la perf ou est-ce que justement ça va me permettre de la décupler, et ça rejoint un peu ta question, c'est que à la fois je sais ce qui va se passer pendant ce tour du monde, mais en même temps ça va pas du tout être le même, on va pas avoir les mêmes conditions météorologiques, j'ai pas le même bateau, donc j'essaye pas de visualiser ce que j'ai fait avant pour essayer de le transposer. Je prends ça comme une nouvelle course, ça sera jamais la même, mais il y a quand même cette nuance de se dire, est-ce que vu que tu sais c'est mieux ou c'est moins bien, j'arrive pas à répondre, je sais pas. Après, si tu y retournes, c'est que probablement, tu vois, en tout cas, t'as envie de le revivre, tu vois.
ça arrive souvent, tu vois, enfin en tout cas sur les efforts un peu extrêmes avec les athlètes ou les aventuriers et même des fois certains marins, que t'es pas envie, enfin après avoir réalisé un exploit, t'as plus envie de le faire une deuxième, parce que tu te dis c'est bon, en fait je l'ai fait une fois, j'ai douillé, est-ce que je vais prendre du plaisir à le refaire une deuxième, tu vois. Et c'est ça que j'arrive pas des fois à déceler, tu vois. Enfin, que j'ai du mal à déceler. Qu'est-ce qui fait que certains se disent allez, j'y retourne, et que d'autres se disent plus jamais. Tu vois, il y a peu de temps, j'étais avec une ultra traileuse qui s'appelle Camille Bruyat, tu vois. Elle est très très forte sur 120 km. Et passer le format 150, 160, 170, 180, elle prend plus du tout de plaisir. Et elle souffre énormément dans la dernière partie de la course. Elle a essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, en discutant avec elle, elle s'est dit bon, bah, je vais arrêter en fait, parce que je m'éclate pas. Et elle y prend plus de plaisir, tu vois. Et je trouvais que c'était très noble de sa part, tu vois, de dire ok, c'est la discipline reine, mais en fait moi ça m'écœure, donc j'ai pas envie de m'y refrotter une fois de plus, tu vois. Mais toi tu le ressens pas là? Ben, je pense que si, parce que sur le Vendée Globe, non. C'est-à-dire que j'ai envie d'y retourner. J'avais pas passé la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020 que j'avais déjà envie d'y retourner. J'ai pas encore tout vécu. Il y a des choses que j'ai pas vues, des choses que les autres racontent que moi j'ai pas découvert, donc j'ai encore envie d'aller voir ça. Par contre, j'ai cette sensation-là sur l'Everest. Aujourd'hui, on me dit tu refais l'Everest. Je dis non. Peut-être que je le referai parce que voilà, si on me propose un projet qui me botte, peut-être en lien avec la santé, la muco que je supporte, enfin quelque chose comme ça, peut-être que je le ferai. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un sommet aussi haut, quoi. Ça a été très long, mon corps était malade et tout ça, c'était trop, quoi. J'ai envie de refaire d'autres sommets, mais un peu moins haut, quoi. Donc, ça m'arrive. Je pense que quand j'ai fait le tour de la question, voilà, je l'ai fait maintenant. J'en tire des choses, du positif, mais aussi du négatif, et j'ai fait le tour de la question. Maintenant, c'est bon, quoi. Ok. Comment il vient ce projet Everest? Comment est-ce qu'il arrive? Bah, il arrive parce que je suis passionné de montagne. C'est un milieu qui à la fois m'effraie, me fascine. Quand je suis face à une montagne, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe au sommet. Mon frangin avec qui je bosse, qui est mon responsable projet, habite à Annecy, donc je suis quand même très souvent là-bas, on a des bureaux là-bas. Et en 2017, je gagne la Transat Jacques Vabre, donc c'est une traversée atlantique en double, entre Le Havre et à l'époque c'était Salvador de Bahia au Brésil. Et c'est quasiment ma dernière année de projet en classe 40. Et du coup, je suis déjà parrain d'une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Donc, c'est une maladie qui est génétique, qui désagrège les voies respiratoires et le système digestif. Et je mets en avant cette association sur mes voiles. Mais je me dis, comment je peux mettre encore plus en avant cette association? Et donc, je cherche un défi en me disant, je rêve de Vendée Globe, je rêve de faire un tour du monde. Le Vendée Globe, c'est aussi l'Everest des mers. Si j'arrive à lancer un projet Everest des mers, donc Vendée Globe, je me lancerai le défi d'aller gravir la plus haute montagne du monde et faire un double Everest. Donc ça mûrit dans ma tête, j'en parle à personne. Et du coup, je commence à questionner des gens autour de moi. J'ai la chance de participer à un truc qui s'appelle le Trophée Mer Montagne, qui est une rencontre entre montagnards et marins. Et donc, du coup, je questionne un peu les alpinistes, les guides d'haute montagne qui sont là sur c'est quoi monter un 8000, c'est quoi la difficulté de monter une expédition comme celle-ci. Et ce projet, il mûrit comme ça en me disant, peut-être que c'est possible. Donc, je vais essayer d'aller jouer un peu plus dans la montagne, aller me mettre en difficulté, voir si j'aime ça. Et c'est comme ça que l'idée naît, quoi. Ok. Ça te fait... qu'est-ce qu'ils te disent? Tu vois, les premiers alpinistes que tu rencontres, les premiers himalayistes, et c'est quoi un peu tu vois, les phrases un peu choc? Qu'est-ce qui est rentré un peu dans ta mémoire de l'époque, des premières conversations?
je dis pas directement que je veux le faire. Je le dis qu'à une personne qui deviendra mon chef d'expédition, Guillaume Vallot, qui lui donc est journaliste et alpiniste. Et lui, il trouve l'idée géniale parce que je l'associe à une cause et que je me renseigne suffisamment et je me rends compte qu'en fait, au sommet de l'Everest, on n'a plus que 30% de capacité respiratoire avec une bouteille d'oxygène. Et ça, 30%, c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc un patient muco qui, pour lui, il y a plus vraiment de solution. Il faut changer un poumon, un cœur. Et donc je lui dis, j'ai envie de vivre ce que vit un patient, alors dans la limite de l'exercice, hein, mais de vivre ce manque d'oxygène. Et donc c'est ça qui trouve chouette. Et il me dit, bon, clairement, t'es fou. Je vais t'accompagner à le préparer. Ok, je sais pas si je vais le faire, mais moi je l'ai déjà fait en 2002. Mais bon, l'idée est chouette. Ok, on y va quoi. Donc je suis agréablement surpris et je me dis bon si lui il y croit, c'est top. Il faut le faire. Et derrière, on s'y prépare sans forcément en parler aux autres aussi. Et c'est plus quand on l'annonce finalement que les gens que je côtoyais dans le milieu de la montagne me donnent leur retour, leur sentiment. Et ils trouvent ça chouette aussi en disant ouais, c'est carrément chouette le parallèle entre la partie course au large et la montagne. C'est des milieux hostiles, il y a quand même beaucoup de similitudes et c'est vrai qu'on s'est amusé à comparer les choses et c'est assez sympa. Ouais. Ok. On est à quelle date à peu près à ce moment-là? Eh ben là, on est juste avant le Vendée Globe 2020, donc on est en 2019 quand j'en parle à Guillaume Vallot, donc j'en parle forcément à mon frangin et j'en parle à un de mes partenaires qui lui trouve l'idée géniale, mais complètement dingue et pour lui, ça paraît pas vraiment réalisable et donc ça me motive encore plus quand on me dit ça. Et sur le Vendée Globe 2020, je m'étais donné de montrer que rien n'était impossible à travers toutes les galères que je pouvais vivre. Et donc, ça allait aussi dans cette optique de se dire ok, le gars, il va revenir du Vendée Globe. Parce que mon idée de base, c'était sorti du Vendée Globe 2020. On arrive, on fait une conférence de presse d'arrivée et d'annoncer que pour moi, l'aventure, elle était arrivée à mi-parcours et que maintenant, je partais dans 2 mois au Népal pour aller gravir l'Everest. Et le Covid étant, ça s'est fait autrement et bien heureusement. Ok. C'est quoi les premières étapes? Si tiens, demain, tu vas faire mon coach. Demain, j'ai envie de partir faire l'Everest. C'est quoi les premières étapes que je dois valider, les premières choses que je dois mettre en place? J'ai pas du tout la prétention de pouvoir dire aux gens et te dire ce qu'il faut exactement faire. Je peux te dire ce que moi j'ai fait. Bien sûr. Déjà, je suis allé mettre en difficulté dans la montagne. Chose que Guillaume Vallot a su me faire faire. Il a su me raconter aussi ce que c'était la montagne pour lui. Et il a une belle manière de raconter les choses dans la montagne, plutôt poétique et ça je trouvais ça chouette parce que ça me sortait un peu du quotidien de la course au large avec la partie performance, avec toutes ces choses là qui sont parfois en dehors de l'aventure, hein, qui sont que liées à la perf. Et là c'était de découvrir le milieu d'une manière assez simple mais chouette. Et donc, on est allé faire des tas de choses, des courses d'arête, les skis dans le dos, crampons, chausser des crampons dans des endroits difficiles, faire de la cascade de glace, aller s'amuser à descendre des parois avec des cordes, à la fois de l'escalade, du mixte, tout un tas de choses qui font que tu t'es plus quasiment en difficulté que ce que tu vas être sur une ascension comme l'ascension de l'Everest, qui est techniquement pas très dure. Mais en revanche, tu touches un peu à tout et tu vas dormir en altitude, tu vas être au contact de la montagne, dans le froid, changer ses fringues, tout ce qu'on peut connaître en fait dans la montagne.
Et c'est vrai que quand il y a du vent, qu'on est sur une arête, qu'on a ses skis qui s'emportent au vent et qu'il faut remettre une veste parce que le vent s'est levé, il faut pas poser ses gants n'importe où, il faut pas... Et toutes ces techniques-là, sans pratiquer, on peut pas les apprendre. C'est ce qui m'a un peu effrayé d'ailleurs sur l'ascension de l'Everest, c'est de voir des tas de gens qui sont pas prêts, qui arrivent au camp de base, qui n'ont jamais enfilé des crampons et qui n'ont pas tous ces réflexes et toutes ces techniques qui pour moi sont primordiales, parce qu'après avec le manque d'oxygène, clairement t'as l'âge mental d'un enfant de 5 ans au sommet, donc tu sais pas tout ça et t'arrives même plus à t'en souvenir, quoi. Ouais. Il y en a tant que ça? Ouais. Tu veux me raconter après, je crois que tu as partagé en plus ton expédition avec un groupe d'Indiens, c'était ça? Ouais. Mais donc passer du temps en montagne, tu dirais que tu as passé combien de temps toi à peu près? La préparation, ça a été échelonné entre mes entraînements bateau, les saisons aussi, parce que c'est quand même mieux d'aller faire ça en hiver. Ça a duré 2 ans et demi, je pense. Alors pas cumulé, mais 2 ans et demi où j'ai fait des allers-retours dans les Alpes et un peu partout pour faire des sommets. J'ai eu la chance de faire le Kilimandjaro dans un projet associatif, une association qui s'appelle Gravir pour guérir, qui est en lien avec la mucoviscidose aussi. Et en fait, on a accompagné un patient, Paul Fontaine, qui a été le parrain de mon bateau du Vendée Globe 2020, qui a eu plus que 55% de capacité respiratoire. Et donc, on l'a accompagné au sommet du Kilimandjaro. Ça, c'était aussi une première expérience sur un sommet plus haut qu'un 4000. Donc voilà, de voir un peu comment mon corps réagissait, de me dire, en fait, c'est bien, tu veux, mais est-ce que tu peux, quoi. Et ça a été une première expérience un peu plus haute encore. T'as eu des symptômes de l'altitude cette fois-ci? J'ai ressenti la pression sur la dernière ascension entre le camp de base et donc on est à 4006 je crois au camp de base et jusqu'au 5000 quasiment 9 du Kilimandjaro. Petite pression sur la tête, voilà, mais pas de symptômes inquiétants et donc c'était plutôt rassurant déjà, même si ça se complique quand même un peu plus au-delà des 6000 mètres. Et puis on reste peu de temps finalement sur le Kilimandjaro en très haute altitude au-delà des 4000, donc le corps a pas trop le temps de souffrir, c'est ça qui est bien et qui est chouette dans cette ascension. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir de la prépa? C'est alors en fait ce projet du coup en 2021 je reviens du Vendée Globe, je peux pas le faire, donc j'en parle pas, toujours pas. Et il manque quoi? Il manque c'est des permis, c'est des frontières qui sont fermées. Voilà. Ouais, tout simplement. Ça voyage plus, les frontières sont fermées, en plein Covid, puis personne peut rien faire. Donc le projet tombe presque à l'eau parce que je sais pas si mon projet va continuer en bateau. Et en fait, je recrée un nouveau projet. Donc en 2021, on annonce le projet actuel, un projet objectif Vendée Globe 2024. Et donc là-dedans, je dis aux partenaires, j'inscris le fait que en 2023, j'irai faire l'ascension de l'Everest. Donc en 2022, on construit un bateau, on le met à l'eau, on fait la route du Rhum. Et 3 mois après l'arrivée de la route du Rhum, je dois être quasiment sur le toit du monde, quoi. Et donc là, je me rends compte que je vais peut-être être un peu court dans la préparation. Et par le biais de ma nutritionniste, qui est à La Rochelle, elle me fait rencontrer en fait un centre d'entraînement donc, qui s'appelle 321 Perform, qui est à côté d'Annecy. Et eux, ils ont la capacité à me faire gagner du temps sur la préparation, à me faire travailler sous hypoxie, donc à faire des tas d'exercices pour comprendre et déjà entraîner mon corps à voir ce qui se passe en altitude. Et ça, aujourd'hui, ça a été une révélation pour moi. C'est que je savais que j'adorais la science du corps, mais alors là, quand on me donne des chiffres en tant qu'ingénieur, c'était du délire. Et c'est un centre qui est spécialisé dans les sports automobiles. Donc, il prépare des gens comme Esteban Ocon, Sébastien Ogier, enfin toutes sortes de pilotes.
Et tout est chiffré en fait. Donc il y a des appareils de mesure de partout et on a travaillé des tas de trucs que beaucoup ne font pas, j'imagine, parce que c'est très lié à la partie automobile. Mais on s'est rendu compte que le cerveau consommait quasiment 15% d'oxygène juste en réfléchissant, quoi, en étant assis sur une chaise en train de travailler sur un ordinateur pour de la compréhension de symboles, de choses à faire. Et donc ça, sous hypoxie, on l'a travaillé. Et en fait, tu te rends compte que juste utiliser ton cerveau, c'est complexe. Donc que très haut, il va falloir avoir des automatismes et des réflexes où tu n'as pas besoin d'utiliser ton cerveau, quoi. Ok. Comment il s'appelle ce centre ? 3-2-1 Perform. 3-2-1 Perform, ok. Qu'est-ce que tu as appris d'autre là-bas ? Moi, je suis un peu un geek là de la performance. Tu vois, j'ai là, on va passer des heures. Je regarde tout. Là, en ce moment, je suis beaucoup sur mon sommeil, sur la variabilité de ma fréquence cardiaque. Enfin, j'aime bien tout ça. Et puis maintenant, avec tous les gadgets qui existent, c'est un peu un régal. Toi, c'est à part justement cette expérience de consommation d'oxygène sur le cerveau, est-ce qu'il y a 2-3 petites autres expériences que tu as trouvé sympa avec des petits chiffres que tu peux nous partager ? Ouais, clairement l'ouverture du champ de vision. Alors, qui peut être utile en montagne, mais qui m'est très utile moi dans mon bateau. On a beaucoup d'écrans avec des valeurs, des choses qui sont mesurées à bord, les efforts, les vitesses du bateau, les capteurs de vent et tout ça. Et c'est très utile pour les pilotes automobiles, clairement. L'ouverture du champ de vision. Ça c'est assez impressionnant parce qu'aujourd'hui je vois quasiment derrière moi et ce que j'ai appris surtout, ça se travaille comment ? Attends, excuse-moi, je te coupe, mais ça se travaille comment ? Avec des lumières, des exercices où on est en train de faire quelque chose sur un écran qui est central, donc de suivre une bille qui bouge sur un écran et d'avoir des lumières qui vont jusque derrière nous, des LED où on doit appuyer sur des pédales, pied droit, pied gauche en fonction de d'où est la LED. Et en fait, en se concentrant sur un exo central, on apprend à décorréler les choses et à ouvrir le champ de vision comme ça, quoi. Oh, ouf, ok, excuse-moi, merci. Et en fait, ce que j'ai surtout appris, c'est que on a des canaux dans le corps humain qui sont quasiment naturellement ouverts, qu'on peut développer, mais on peut en ouvrir d'autres. Et quand on les ouvre, ils ne se referment pas. C'est un peu comme si, je schématise, mais on va construire un chemin dans une forêt complètement dense. On va couper des arbres et on va faire un petit chemin où les gens vont pouvoir passer. Et puis après, on va agrandir le chemin et puis on va en faire une autoroute, quoi, en travaillant l'exercice. Mais à partir du moment où on a fait le chemin, il va jamais se refermer. Et il y a des tas d'exos où on se rend compte que grâce au premier exercice puis au second, on va agrandir ce canal qui est ouvert pour faire augmenter ses capacités. Et ça, c'est fou de se dire qu'on a des choses qui ne sont pas encore créées, qu'on peut créer nous et qu'on peut alimenter et qui ne se refermeront jamais, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un exo aujourd'hui avec un résultat où tu as 20, si tu le refais dans 10 jours ou dans 5 ans, tu auras à peu près le même résultat. Tu peux obtenir 30, mais déjà, tu as ouvert 20, tu auras 20, quoi. Et ça, je trouve ça fou parce que après, on peut le transposer à n'importe quelle activité et développer ses capacités sur n'importe quoi. Ok. Mais du coup, c'est des capacités cognitives. C'est ça, tout à fait. Ok. Mais le cognitif, quand le cerveau commande le corps pour le pied, typiquement en proprioception, sous hypoxie, on se rend compte que du coup c'est difficile et on se rajoute une difficulté avec des lunettes qui nous font voir un peu de travers. Le cerveau va analyser tout ça et donc va envoyer des messages qui après vont devenir quasiment naturels, quoi. Je peux pas dire que je peux conduire bourré, mais presque. Faut pas. Mais... Ouais, bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant, tu vois. Je pense que on a beaucoup parlé effectivement de, on va dire dans la sphère olympique, tu vois, on a parlé beaucoup du dopage chimique, maintenant du dopage matériel, mais je pense que il y a tout un pan qui a été complètement oublié, c'est le dopage cognitif. Tu vois, et qui est en train qui va pas être considéré vraiment comme du dopage, tu vois. C'est des entraînements cognitifs très poussés, où je pense qu'on peut faire énormément de découvertes. Et ça fait du sens parce que finalement, un athlète de haut niveau,
c'est son outil de travail, c'est effectivement son corps et son cerveau. Donc c'est une excellente connaissance de son corps humain dans l'espace. Et effectivement, la partie cognitive est primordiale, quoi. Et je pense qu'il y a, en tout cas, l'avenir du sport, selon moi, il se retrouve énormément par là, tu vois. Il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Donc hyper intéressant ce que tu dis. Je suis assez fan. Je pourrais y passer beaucoup de temps. Et tu sens que tout ça, tu le réutilises en voile en tant que marin. Ouais, et puis grâce à ce centre, clairement, tout seul, je me serais planté parce que j'étais focus sur l'objectif. Faut que je sois au sommet de l'Everest, et donc je vais me préparer comme un alpiniste. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais ? Je continue mon métier de coureur au large et donc mes courses. Ils m'ont surtout préparé pour aller faire de la course océanique, et ils ont mis du complément pour la partie montagne, mais ils n'ont pas fait l'inverse comme j'aurais fait tout seul. Donc c'était une des choses que sans eux, clairement, je pouvais pas faire. Okay. Mais qu'il fallait faire, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu as gardé aujourd'hui, tu vois, dans on va dire un peu dans ta préparation à l'alpinisme et à la réalisation de l'Everest, de l'ascension. Qu'est-ce que tu as gardé dans ta prépa comme exercice ou routine dans ton quotidien de marin ? Tu vois, je sais pas, je peux te faire un exemple. Allez, je te fais une transposition. Moi, dans ma vie d'entrepreneur, c'est le carnet d'entraînement du sportif. Tu vois, à force de rencontrer des athlètes, j'ai vu qu'il y en a énormément qui ont un carnet. Tu vas noter leurs sensations tous les jours, les séances et tout. Et je me suis dit, mais en fait, dans ma vie entrepreneuriale, ça m'arrangerait beaucoup aussi de l'avoir, tu vois. De noter les jours où je me sens bien, de me noter les décisions que j'ai prises, noter les erreurs, les apprentissages, noter, tu vois, des intuitions aussi. Tu vois, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, il faut que je m'en souvienne pour la suite. Et ça, c'est un truc que j'ai transposé, tu vois, du monde du sport à l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as réussi à transposer de ta préparation d'alpiniste vers ta préparation de marin et de skipper ? Oui, on a beaucoup travaillé le côté respiration, et surtout trouver la bonne respiration pour faire réaugmenter sa saturation en oxygène, donc des techniques un peu spécifiques qui m'étaient propres. Et ça, en fait, je me suis rendu compte avec des exercices à forte intensité, puis en essayant de faire de la cohérence cardiaque, que ça m'était bénéfique aussi dans la récupération. La voile, c'est que ça, c'est-à-dire que tu essayes de t'économiser le plus possible, et puis à un moment donné, il faut envoyer parce qu'il y a une manœuvre, parce que le bateau il est parti au tac, voilà, il faut faire des choses, et donc tu tapes 3/4 d'heure de manœuvre où c'est hyper intense, mais t'as pas eu le temps de t'échauffer, t'es à froid complet, donc le corps il est très traumatisé, et derrière, il faut trouver une solution pour récupérer au plus vite, parce que peut-être que dans une demi-heure, ça sera la même manœuvre, parce que le bateau repart au tas. Et aujourd'hui, j'utilise cette technique de respiration à la fois pour m'endormir ou justement pour m'éveiller, chose que je ne faisais pas avant. Donc ça, c'est sûr que oui, je l'utilise. Et ensuite, j'ai quand même, grâce aux chiffres, j'ai tendance à être beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Ça rejoint la question que tu avais tout à l'heure. J'arrive pas à savoir si c'est un avantage ou un inconvénient aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'athlètes où t'es tellement à l'écoute que est-ce que tu ne l'es pas trop, ou est-ce que justement c'est bien. Il faut réussir à faire la part des choses. Tu vois, est-ce que ça peut te limiter dans un exercice très intense à te dire attends, j'ai un signe là, attention, il faut que je l'analyse. Est-ce que, ok, je l'analyse, je sais qu'il est là, mais bon, de toute façon, il me reste que 3 heures d'effort, donc tant pis, je le fais quand même. Ou est-ce que, attends, non, là, c'est trop grave, j'arrête, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et ça, j'arrive pas à répondre encore à cette question. Je sais pas. Mais c'est intéressant parce que ça peut être un vrai piège, tu vois. Oui. J'ai fait une super interview avec Mathieu Blanchard, peut-être que tu connais de nom, qui lui, tu vois, lui est très branché data aussi, qui suit beaucoup, et lui, la donnée qui suit, enfin il en suit énormément, mais une qui suit particulièrement, c'est la variabilité de sa fréquence cardiaque, et il dit bah ouais, des jours tu te lèves, tu regardes les outils de mesure, t'es pas en forme.
Et en fait, tu vas courir et tu te sens bien et t'as des hyper bonnes sensations à l'inverse, quoi. Donc, la data fait pas tout, en fait. Non, c'est sûr. Ouais. Et je trouve, tu vois, on est un peu, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on est un peu, tu vois, sur la crête, si on devait faire la métaphore d'aujourd'hui où c'est bon, on nous a mis plein de données, mais on n'est pas encore en parfaite utilisation. On n'est pas encore capable de manière autonome de les utiliser, de les interpréter et de bien vraiment de bien se les approprier, je trouve. Aussi parce que bon, je pense que une montre ou un capteur, il y a pas tout, quoi. Il y a pas ce que tu manges, il y a pas, si, il y a peut-être ton sommeil, mais il y a plein d'informations. Il y a pas ta charge mentale, tu vois. Si tu t'es engueulé avec un pote ou avec ta femme ou avec ton conjoint, j'en sais rien. Enfin, c'est pas marqué dedans, tu vois. Et je pense que ça joue, la partie psychologique, elle est pas dedans, quoi. Et on sait que à quel point c'est important. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, je me bats avec mes ingénieurs sur mon bateau parce que il est bourré de capteurs et donc la valeur, elle existe. Donc l'ordinateur, il a toujours raison, quoi. Ce qu'il te donne, c'est vrai. Cela dit, il faut quand même garder le bon sens marin et de se dire ok, il dit ça, mais il y a quelque chose qui va pas et donc voilà, c'est ton sens marin qui reste meilleur, moi je pense. Et je pense dans la préparation c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des outils où on a une valeur absolue, ok, c'est bien, on a cette valeur, maintenant qu'est-ce que j'en fais, quoi. Faut pas s'alarmer la veille d'une course, je sais pas, d'un trail où on se dit putain, mais en fait j'ai dormi que 20 minutes de sommeil profond et 15 minutes sommeil paradoxal, je vais être cramé. Ça dépend de ce que tu as fait avant, du temps de sommeil que tu as accumulé. Et par exemple, typiquement, sur un Vendée Globe ou sur une course océanique, mon sommeil n'est jamais mesuré par ma montre parce qu'il est trop court. Et donc, du coup, c'est aussi la limite du capteur. Je me suis rendu compte, on va pas citer de marque, mais ma montre, au-delà d'une certaine altitude, elle fonctionne plus. Elle voit plus rien, en fait. Elle voit plus le sommeil, elle voit plus. Pourquoi ? Parce que je dors avec un cœur à 120 pulsations minutes. Donc, forcément, c'est pas possible pour elle de se dire il est en train de dormir. Si, il est en train de dormir. Tu dors à 120 en altitude ? À 8000, j'étais à 120. Ouais. J'étais à 95 au camp 2, donc on est à 6300 mètres, et j'étais à 115, 120 au camp... sans ox, du coup, à 8000, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc là, la montre, elle est perdue, là. Quand tu reprends le lock, elle te dit. Ouais, la montre, elle bug, c'est sûr. Vous êtes allongé et vous avez pris de la drogue. Faites attention, Maxime. C'est fou. Ouais, et tu dors combien de temps sur un Vendée Globe ? Tu fais des tranches de 20 minutes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est très scientifique. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais moi, j'ai fait une analyse d'activité électrique du corps et du cerveau pour créer un agenda du sommeil sur 24 heures, en gros. Donc, je connais mes portes de sommeil efficaces sur 24 heures. Et sur ces portes, une porte, c'est à peu près 1 heure. En fonction des portes, il faut que j'aille chercher 15 minutes ou 30 minutes de sommeil. Sur un tour du monde, notamment dans les mers dont on a parlé tout à l'heure, les mers du Sud, où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de bateau, on peut aller chercher 45 minutes. Et donc, en cumulé de 24 heures, on fait 5 à 6 siestes. Et là, on fait, du coup, quand c'est efficace, on fait 4 heures de sommeil efficace, ce qui est énorme. Pour ceux qui ont une montre, ils peuvent regarder le sommeil qu'ils ont à la maison. Quand ils ont 1h30 de sommeil profond, 1h30 de sommeil paradoxal sur une nuit de 7-9 heures, c'est un grand max et généralement, on est quand même plutôt en forme. Donc d'aller chercher 2 heures de profond, 2 heures de paradoxal, c'est optimum, quoi. Et finalement, quand on arrive à aller chercher tous ces créneaux et qui sont bons, on dort comme à la maison, quoi. Et donc t'as fait des tests qui te permettent de dire, tiens, entre 9 et 10, tu peux aller faire ça. C'est ça. Mais pas entre 10 et 11. C'est ça. Ouais, okay. On a fait on se met des capteurs un peu partout, une nuit à l'hôtel, tranquille, tout va bien, une nuit dans un hôpital avec des bruits, parasites, des gens qui rentrent, et puis ensuite des tas de mesures en mer avec les capteurs, où on va chercher les sommeils qu'on a, enfin les phases de sommeil qu'on a mesurées à terre, et on les valide s'ils sont bons ou pas. Alors moi j'avais 2 créneaux qui étaient, j'arrivais absolument pas à trouver le sommeil à ces moments-là, alors qu'à terre on avait dit que normalement ils étaient plutôt optimum, et donc on les décale et on va chercher où est-ce qu'ils sont les meilleurs. Et ça, faut refaire des campagnes généralement de mesure parce que le corps il vieillit et puis les cycles évoluent un peu. Mais on a tous un cycle qu'on connaît, qui est entre midi et 14 heures à peu près. Nous, on fonctionne en heure universelle.
Donc c'est-à-dire qu'on s'occupe pas vraiment du décalage horaire, sinon c'est assez complexe quand même. Mais ici, là, entre Atlantique Nord et avant l'équateur, on a tous un créneau optimum qui est entre 12h et 14h, qu'on sait efficace chez tout le monde, quoi. Ok. Ça, tu peux le travailler aussi, du coup, tu pars des jours en mer et tu te dis, tiens, là, je vais m'entraîner à dormir à telle heure, ou c'est face au fait accompli Ouais, alors c'est à la fois fait au fait accompli, mais c'est surtout... on se crée une surfatigue au départ. C'est-à-dire que les 24 premières heures, généralement, on dort pas parce qu'on est proximité des concurrents, des côtes. Enfin, il y a des choses autour de nous qui font que c'est difficile. Beaucoup de choses se jouent quand même. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, le sommeil, il est nul sur les premières 24 heures. 48 heures, on est à 50% des cycles. Donc, ça veut dire qu'au bout de 2 jours, t'as dormi 2 à 3 heures. Ce qui est peu. Donc, du coup, t'es vraiment dans une surfatigue qui va t'aider à t'endormir. Et au bout de 72 heures, on rentre sur tous nos cycles, donc 100% des cycles, donc 5 à 6 siestes, à savoir 4 heures par 24 heures. Et donc là, c'est facile d'aller chercher ton sommeil. La difficulté, c'est sur le créneau, par exemple 13h, 14h, il arrive un truc, je sais pas moi, ton bateau a besoin de toi, que tu puisses pas aller chercher ce créneau. Et donc, il faut pas dormir après ce créneau, il faut aller chercher le suivant. Donc c'est comme si tu faisais des micro-journées et donc des micro-nuits blanches. Okay. Sur 24 heures, quoi. Ok, ouais, t'as des cycles en fait qui durent 5-6 heures et que tu répètes, quoi. C'est ça, alors c'est plutôt 3-4 heures. Ouais, 3-4 heures. Ouais. Mais du coup, c'est ça que tu répètes et tu viens calquer ta nourriture aussi en fonction de ça. Tu manges un peu avant, tu manges un peu après. Tu manges pas en grosse quantité pour pas avoir beaucoup à digérer. Enfin, tout ça, c'est un peu une routine à prendre. C'est un peu des micro-journées dans une journée, quoi. Ok, ouais. Et tu fais tout en plus petit, plus fragmenté, quoi. C'est ça. Ok. Tu dois revenir rincé, non ? Plus mentalement que physiquement, en fait, parce que tu te rends compte que, justement, si tu as dormi ton sommeil efficace, t'es pas plus fatigué que ça. Après, oui, enfin, il y a quand même une fatigue physique liée au fait que tu es en activité permanente. Des chiffres qui sont assez parlants, c'est que dans les mers du Sud où il fait froid, il peut faire... donc négatif, comme on l'a dit tout à l'heure, en extérieur du bateau, mais il fait 5 à 6 degrés à l'intérieur. Ouais. On mange entre 5 à 6 000 kilocalories jour. Donc c'est, tu vois, c'est presque 2 fois et demi plus que ce qu'on peut manger à terre. Et on prend pas de poids, on est presque à maigrir. Juste parce que le corps lutte contre le froid, lutte contre les mouvements. Enfin, tu vois, il se passe des tas de choses qui font que tu as besoin de ces calories, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, puis t'es toujours en mouvement, en fait. T'es toujours éveillé. Le simple fait d'être debout est épuisant aussi, tu vois. Donc, Et même quand tu dors, t'es tout le temps en train de compenser, en fait, sans t'en rendre compte. T'es tout le temps une oreille, un peu comme un chat ou comme un prédateur, tu vois. Tout le temps une oreille à ton bateau. Ce qui est assez étonnant, c'est que les gens pensent que du coup, on sollicite beaucoup les jambes. Et en fait, on les sollicite peu parce qu'on est tout le temps en déséquilibre et on est tout le temps en train de se tenir avec le haut du corps. Et finalement, on perd de la masse musculaire énormément des jambes. Ah ouais. Et quand tu reviens d'un tour du monde, t'as du mal à marcher, quoi. Tu fais pas les TMB, quoi. Quoique. Tiens, prochain défi. 2 semaines après. Tu cours pas mal, toi, en plus. Ouais. Je me suis pris de passion aussi pour le trail. Et alors, plutôt l'ultra maintenant, parce qu'avant, je courais déjà beaucoup. Mais j'y ai trouvé vachement de similitudes. Dans la gestion de l'effort, la gestion de son corps, tu vois, la nutrition, les fringues, toutes ces petites techniques que tu peux avoir sur l'ultra et qui peuvent faire la différence. Où c'est pas juste de la technique de course pure ou de la capacité, tu vois, sur une course plus courte. Et donc du coup, ouais, j'ai couru ces derniers temps pas mal, ouais. C'est quoi la dernière course que t'as fait là ? J'ai fait la CCC UTMB. Okay. Donc c'était un peu proche Vendée Globe. C'est vrai que tu t'es mis en danger quand même. C'était pas pour plaire à mes coachs parce que clairement, ça assèche. Hein. On est plutôt en prise de masse normalement là sur cette période d'avant Vendée Globe. Ah, tu prends du poids, ouais. Mais ouais, parce que clairement on va le perdre. Et donc du coup, le fait de faire un petit 100 km avant, ça m'a un peu asséché. Et donc là, je suis en prise de masse.
Mais je l'ai pas fait de manière hyper intense non plus. J'y allais pour découvrir. C'était mon premier ultra. J'avais fait la Restonica avant en plus longue distance. Et 100 km, ça donne envie d'en faire encore plus. Donc pourquoi pas le Tour du Caillou complet la prochaine fois. Mais écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Hein. Tu perds plus de poids sur un Everest ou sur un Vendée Globe? Sur un Vendée Globe, clairement. Parce que finalement, sur l'Everest, t'es pas tant que ça en mouvement. Il y a beaucoup de phases d'attente. Donc, il y a une phase d'acclimatation qui est hyper longue, hein, qui va durer 30 jours, où là, tu vas te promener un peu à droite, à gauche. Mais finalement, t'es pas en effort très intense. Et surtout, au camp de base, on mange bien. Donc, on mange de tout. Et sur un Vendée Globe, comme je le disais, t'étais vraiment en permanence en train de consommer des calories et t'as du coup du mal à compenser. J'ai des souvenirs de ma nutritionniste qui me disait ok, t'arrives pas à manger, fais-toi des shoots d'huile d'olive juste avant les manœuvres et ça va déjà t'aider à prendre des calories. Et ouais, je bosse beaucoup avec des compléments alimentaires naturels pour venir compenser justement tout ce que j'arrive pas à prendre sur une course océanique. Ouais, c'est quoi? C'est la lassitude de manger toujours la même chose, de manger du lyophilisé? C'est le... Parce que c'est parce que tu manges beaucoup en fait, tout simplement. Juste au bout d'un moment, c'est juste usant, quoi. C'est plus la difficulté à se faire à manger. C'est que t'as ça aussi, ouais. Le bateau bouge tellement, c'est des bateaux qui quasiment volent aujourd'hui, avec des vitesses assez extrêmes, et donc du coup, ils sautent les vagues, ils tapent, et sortir son réchaud. Ouais, c'est compliqué. Ok. Se servir un verre d'eau, c'est impossible. Donc aujourd'hui, je bois dans une gourde de vélo avec une pipette pour pouvoir boire. Sinon, je peux pas boire dans un verre d'eau. Sinon, déjà verser l'eau dans le verre, c'est difficile, et boire, c'est aussi difficile. Donc c'est tout ça qui font que parfois on peut pas manger et que je prends juste des barres et un peu comme en trail, quoi, des barres et des compléments alimentaires pour compenser, quoi. Ok. Combien de temps il dure le projet Everest? Je switch un peu là, j'ai envie que tu me racontes ce projet-là. C'est quoi? C'est 45 jours, il me semble, de mémoire? 43 jours d'expédition, ouais. D'expédition. Entre l'arrivée à Katmandou et le départ de Katmandou pour revenir en France. Ok. C'est 8 jours de trek entre Lukla, qui est la première ville, qui doit être à 2200, je crois, mètres d'altitude, et puis à arriver au camp de base. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa, parce que pour moi, c'était la découverte de l'Asie du Népal. Et là, il y a plein de gens qui disent que c'est un des meilleurs souvenirs, ouais, de ce trek un peu d'arrivée, quoi. Ben ouais, parce que c'est progressif. Moi, ça m'a fait penser clairement au Kilimandjaro, où tu rencontres des tas de gens, tu vis un peu à leur manière. Nous, on avait pris une toute petite agence d'expédition où finalement, on était allé chez la maman du responsable de l'agence, logé chez le cousin, chez la tante. Et on est resté un peu dans sa famille, et c'était assez chouette en fait de vivre un peu dans sa famille finalement. J'étais accompagné de mon frère et sa femme, plus les 2 personnes qui m'ont accompagné, donc Guillaume Vallot, le chef d'expédition, et puis Julien Ferrandez, qui était le caméraman, qui venait prendre des images pour réaliser un docu qui s'appelle Mon Double Everest. Et donc c'était vraiment assez sympa, sans prise de tête, à découvrir et puis à commencer à s'acclimater. Le camp de base c'est quand même assez haut, donc on sent les effets de l'altitude assez vite. Ouais. Et après c'est plutôt on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les phases d'acclimatation, on redescend, on a fait un autre sommet, nous, le Lobuche, et puis on commence à jouer dans la cascade de glace, et ensuite aller voir les camps, hein. Tu fais combien de temps d'acclimatation du coup? C'est une 30aine de jours à peu près. Ouais. Et après le trek, quoi. Après le trek, ouais. Et donc là, ouais, vous passez un peu au camp 1, peut-être parfois au camp 2, vous faites un autre sommet aussi, et ouais, et t'aimes bien toi ce moment-là, ce moment d'attente? Il y en a beaucoup qui disent que c'est difficile parce que déjà ton énergie baisse en fait petit à petit. T'as beaucoup l'impatience, certains m'ont dit, tu vois, t'es impatient, tu lèves la tête, tu vois, et tu te dis bon, je pourrais y être en fait. T'attends un peu la météo, il y a l'incertitude. Certains le vivent plus ou moins bien, tu vois, cette période. Toi, quel souvenir t'en as?
par rapport à mon activité principale, ça m'a paru simple parce que je peux bouger, je peux aller me promener dans le camp de base, je peux aller faire des choses, je peux manger un peu ce que je veux. Par rapport à quelqu'un qui est enfermé dans un bateau pendant 3 mois et qui est conditionné à rester là et à manger ce qu'il sait qu'il a mis dans ses sacs, c'est plutôt facile. Ce que je ne savais pas, que j'ai découvert là-bas et que j'ai trouvé dur, c'est effectivement le fait que ta courbe de forme, elle fait que diminuer et jamais elle va réaugmenter, pendant que ta courbe d'acclimatation, elle augmente. Et en fait, ton corps va devenir malade. Il se dégrade. Ouais. Clairement, au-delà de 4000 mètres, ton corps il est pas fait pour vivre. Et donc, tes bronches, elles se mettent à saigner, tu te mets à cracher du sang. Tout devient plus difficile. Et moi, j'étais persuadé que je savais que j'allais passer en fait dans une phase comme celle-ci, mais que j'allais reprendre un peu d'énergie et qu'au moment où j'allais être pas trop mal, on allait tenter l'ascension finale, quoi. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout, quoi. C'est que j'étais malade, je crachais du sang, je toussais, mais c'était normal en fait. Je l'ai su qu'après, mais c'est comme ça, c'est l'acclimatation. Et les Sherpas sont aussi pas bien et ils crachent du sang et voilà, et les bronches saignent. Moi, j'ai pas eu l'impression d'attendre tellement. Parce qu'on a fait vraiment beaucoup de choses. On a fait quelque chose qui était assez original par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur l'Everest. C'est que, comme tu disais, on va aller sur les différents camps, toujours un peu plus haut, on redescend, on continue à monter. Et nous, en fait, pour éviter la cascade de glace, qui est quand même une zone où normalement on va pas, en fait. C'est-à-dire que sur aucun glacier du monde, on est obligé de passer par là. Si tu veux aller grimper le Mont Blanc, tu vas pas passer par les glaciers les plus durs. Il y a un couloir, et c'est le couloir, je crois qu'on l'appelle le couloir de la mort, hein, ou non, comment il s'appelle? Tu parles sur le Mont Blanc, même maintenant les gars empruntent plus, les alpinistes, et qui font le tour, je crois. Je crois pas qu'il s'appelle le couloir de la mort, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, il y a une zone effectivement, il y a une zone qui est le couloir, mais je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe. Ouais. Et qui est complexe parce que tu peux avoir une chute de sérac à cet endroit-là, mais c'est une petite zone, c'est-à-dire que tu vas pas rester entre 5 heures et 12 heures dans une zone dangereuse, quoi. Là, c'est le cas. C'est quand tu fais la cascade de glace entre le camp de base et le camp 1, tu passes du temps où tu as des blocs de glace de la taille d'un immeuble qui peuvent te tomber sur la tête. Et donc, nous, pour éviter cette première rotation dans la cascade de glace, on a décidé de redescendre et d'aller faire un sommet qui était en aval, en fait, du camp de base. Et on s'est fait une petite expédition où on est allé dormir en fait en altitude, donc on a porté nos tentes, notre matos pour bouffer, tout ça. Et ça c'était original parce que c'était une expédition dans l'expédition, quoi. Et ça a permis aussi de passer du temps et de pas être au camp de base, d'être ailleurs, de découvrir, de faire un premier sommet déjà en Himalaya, d'aller voir pour la première fois aussi le sommet de l'Everest, parce que finalement quand tu es au camp de base, tu vois l'épaule ouest de l'Everest, mais tu vois pas le sommet. Et donc on l'avait pas encore vu. Et ensuite, il faut rentrer dans le vif du sujet et passer par cette fameuse cascade de glace, quoi. Est-ce que ça fait peur de partir en expédition et d'avoir un peu la vie entre les mains de gens que tu connais pas trop, tu vois? J'en discutais avec Sophie Lavaux, tu vois. Elle me disait, bon, on a eu un double sujet parce que son premier Sherpa, elle a dû s'en séparer pour faute d'alcoolisme, parce qu'elle me disait qu'il y avait beaucoup de Sherpas qui sombraient dans l'alcool, et qu'après ça lui avait remis du temps en fait de retrouver quelqu'un à embarquer sur un projet où tu te fais les 14 sommets, machin. Alors là, je crois qu'il lui en restait qu'une dizaine, mais bon, faut quand même se les avaler. Comment on lâche prise, tu vois, par rapport à ça, de se dire, ok, là, je pars avec 2 personnes, c'est eux qui s'y connaissent, ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi, mais on parle pas la même langue. C'est leur métier, mais je sais pas combien de fois ils sont grimpés, ils avaient grimpé avant toi, mais... C'était la 7e fois, c'était la 8e fois avec moi, le Sherpa. Mais ça reste relativement peu, tu vois, enfin... quand même qu'on se le dise. C'est facile à faire un peu ce switch mental? Mais... J'avais été aidé et préparé par Guillaume Vallot, qui m'avait expliqué en fait la différence entre un alpiniste et un himalayiste.
ils sont pas très techniques. Guillaume Vallot est beaucoup plus technique que les Sherpas qui nous ont accompagnés. Et il m'avait dit, il faut qu'on soit autonome sur la montagne. C'est vraiment une importance capitale d'être en mesure de se décrocher de la corde et de faire le tour de gens qui ne veulent pas se décrocher et d'être autonome et finalement, de se mettre dans une situation périlleuse, mais qui est pas forcément plus périlleuse que ce qu'on aura fait dans les Alpes. Et il faut qu'on soit dépendant de personne, qu'on soit autonome. Et ça, c'est une notion que j'avais avant. Et donc, j'ai pas eu le sentiment de comme si tu donnais ta vie à quelqu'un qui va t'accompagner là-haut. C'est-à-dire que j'y suis allé par moi-même. Quand ils nous voyaient pas accrochés dans la cascade de glace, ils nous demandaient pourquoi on s'accrochait pas. Pour eux, c'est inconcevable. Eux, ils se sont toujours accrochés. De la première ascension ou la dernière qu'on a fait, dans la cascade de glace, ils s'accrochent, quoi. Et nous, on avait l'impression que, si, ok, il y a une crevasse, mais voilà, c'est pas plus que celle qu'on a fait dans les Alpes. Et du coup, c'était peut-être aussi la clé de la réussite, c'est que on s'est retrouvé dans peu de difficultés et celles qu'on a eues, on a su les gérer et donc du coup, on n'a pas eu besoin d'appeler à l'aide à nos Sherpas. C'est souvent le cas, c'est qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas faire, qui demandent à leurs Sherpas de les aider. Les Sherpas se mettent en difficulté parce qu'ils doivent soulever quelqu'un qui est parfois un peu corpulent et voilà, et qui bouge plus. Et donc ils se mettent dans le danger et en fait ils y restent, quoi. Et c'est ça qui est un peu chaud et nous c'était pas notre cas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, je l'ai découvert sur une interview avec Mathis Dumas qui a accompagné Inoxtag et lui nous expliquait effectivement que il y a beaucoup de tourisme indien, chinois, japonais, asiatique qui sont des gens qui ont jamais mis les pieds en montagne, quoi, littéralement, et qui démarquent sur l'Everest en se disant j'ai les sous, je peux y arriver. Et c'est ça qui crée effectivement tous ces bouchons, parce que c'est des gens qui sont pas autonomes, quoi. Donc quand ils ont peur, ils avancent plus. Donc en haut, c'est flippant. Donc on y reste un peu, Nous, on avait fait le choix d'avoir une expédition où on avait peu de bouteilles d'oxygène. À quelle altitude tu commences à en prendre ? On a pris au camp 3. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Mathis parce qu'on s'est côtoyés sur un événement glace. Et eux, ils avaient pris une autre option, par exemple. Et ça s'entend. Mais nous, c'était vraiment notre choix de se dire, de toute façon, avant le camp 3, c'est pas possible. Donc, la première nuit au camp 3, on a dormi sous Ox. Et c'était une difficulté en plus parce que quand il n'y a plus d'ox, c'est terminé, quoi. T'arrêtes de monter ou tu te dis avant, il faut que je redescende. Mais c'était aussi un souhait. Et parfois le danger il est là, c'est qu'il y a certaines expés avec beaucoup de moyens, beaucoup de Sherpas qui ont beaucoup d'ox et qui vont envoyer des membres qui sont plus en capacité. Mais il y a encore de l'ox, vas-y, on continue, quoi. Est-ce que toi t'as fait venir t'as fait venir tes Sherpas en France récemment? Ouais. Tu les as fait monter sur ton voilier? Ouais, carrément. Est-ce qu'ils ont le mal des mers autant que toi tant que toi tu peux avoir le mal d'altitude? Pas vraiment. Alors on leur a fait une douce acclimatation quand même. Ils sont arrivés dans les Alpes avant d'arriver en Bretagne. Mais pour l'un d'entre eux, il a découvert l'océan. Il n'avait jamais vu la mer, il n'avait jamais vu une plage. Il a découvert que l'océan était salé sur le bateau quand il a pris une vague. Et ça, c'était géant parce que moi, ça m'a amené à une question de me dire mais qu'est-ce que ça fait de découvrir un milieu pareil à 40 ans, parce qu'il a 40 ans. C'est fou, quoi, parce que nous, je vais pas dire tout le monde, il y en a qui sont jamais allés à l'océan ou à la montagne, peut-être en France, mais généralement, on découvre ça assez jeune, entre 0 et 10 ans, quoi. Et je me suis posé la question de ce que ça faisait à 40 ans de découvrir un milieu pareil. Alors, il avait aucune référence, parce qu'il n'avait jamais vu un bateau, jamais monté sur un bateau. Et là, on le faisait aller sur une Formule 1 des mers qui vole. Donc, vous ne pouvez pas comparer, mais ça lui paraissait complètement dingue. Et la petite anecdote, c'est qu'ils m'ont dit, là-bas, je leur ai montré des vidéos, je leur ai expliqué un peu ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Et je leur ai montré ce que c'était le Vendée Globe, l'Everest des mers.
Et en fait, dans leur tête, ils n'arrivaient pas à intégrer, mais pourquoi ils appellent ça l'Everest des mers, quoi. Et en fait, il y en a un qui pensait que c'était finalement peut-être d'aller sous l'eau aussi profond que ce qu'on va en hauteur à l'Everest des terres, quoi. Et c'était assez drôle de s'imaginer qu'ils pouvaient penser ça. Ils font quoi le reste de l'année, les Sherpas? Tu vois, ils peuvent grimper qu'au mois de mai-juin. En dehors de cette période-là, ils vivent comment? Comment ils s'occupent? Ils font d'autres sommets ailleurs. Alors il y a d'autres sommets qui se grimpent beaucoup plus, qui sont moins hauts. Clément C'est ça. Et ou là des 6000, des 7000, où du coup la plage possible pour gravir est beaucoup plus importante. Et après ils vont dans d'autres pays aussi. Certains pour faire d'autres sommets, parce que un membre qui a déjà fait un sommet en Himalaya décide d'avoir ce Sherpa là pour aller faire un autre sommet, parce que voilà, il a une affinité avec celui-ci. Et globalement c'est quand même des gens qui sont plutôt aisés par rapport au niveau de vie moyen là-bas. En fait, ce que j'ai découvert là-bas, c'est qu'un Sherpa, c'est pas quelqu'un qui porte forcément, c'est une ethnie avant tout, c'est des gens qui sont castés. Et ce que je ne savais pas, que j'ai découvert là-bas, et plutôt ceux qui portent, ce sont des porteurs qui sont pas forcément Sherpas. Et voilà, ils ont une vie de famille, et ils se posent un peu, parce qu'ils font pas pour tous, ils font pas l'Everest tous les ans. Certains décident de le faire tous les 2 ans ou tous les 3 ans. C'est quand même éprouvant, hein, même pour eux. On avait un des Sherpas qui n'avait jamais fait l'Everest, qui était un tout jeune. On s'est rendu compte à quel point c'était important pour eux de faire l'Everest, parce que ça leur crée une image, ils ont un nom une fois qu'ils l'ont fait, au moins une fois. Et ils voulaient à tout prix aller au sommet. Et en fait, quand on est arrivé à, je crois que c'était 8600, un truc comme ça, un peu avant le Rosso Hilary, ce Sherpa, en fait, en changeant sa bouteille, il a cassé son détendeur, donc la pièce qu'on vient connecter à la bouteille, qui est connectée ensuite au masque. Et ils ont fini avec 2 Sherpas à se partager un masque, parce qu'ils voulaient à tout prix aller au sommet, quoi. Wow. Et ouais, c'est assez fou. Hein. Mais clairement, ça change leur vie, parce que derrière, c'est plus les mêmes, quoi. Pour le business, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Pour le business, par la reconnaissance du Sherpa qui a déjà fait l'Everest, c'est le sommet, c'est le Graal quand même, malgré tout, pour eux aussi, quoi. Ouais, ok. Et tu les choisis au début? Ou c'est l'agence qui te met en relation, qui te dit ça sera eux? Ouais, c'est plutôt ça. L'agence, on l'a choisi, on en a contacté plusieurs, des grosses, et cette petite-là qu'on nous avait conseillé. Et en fait, moi, je me reconnaissais que dans celle-là, quoi. Je voulais pas forcément partager avec beaucoup de gens, être tributaire justement de la foule. Là, on avait cette agilité, cette souplesse de se dire on part, non, on va pas partir aujourd'hui, on va partir plutôt demain. Et ça, c'était chouette, quoi. C'est que c'était notre expédition. Ils nous avaient informé qu'il y avait au camp de base des lieux communs partagés avec des 3 Indiens. Un qui voulait faire le sommet, et les autres qui voulaient aller que au camp 2. Donc ça, on avait accepté. Voilà, c'était plutôt sympa d'avoir d'autres gens avec qui discuter au camp de base. Et ensuite, ils nous ont dit, on va vous mettre un Sirdar, donc le chef des Sherpas, qui va commander 3 autres Sherpas, dont un qui parle pas très bien anglais, mais qui est extrêmement fort. Un autre qui a pas fait le sommet de l'Everest, mais qui a déjà travaillé dans la cascade de glace, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans cette cascade pour l'équiper, qu'on appelle des Icefall Doctors. Et un dernier qui, lui, a déjà fait 3 ou 4 fois l'ascension, quoi. Donc voilà comment ils nous ont présenté un peu l'équipe. Ouais. Ok. Je trouve ça intéressant, tu vois, de se dire, tiens, comment d'un seul coup, ces gens-là vont devenir des amis, et tu vas partager une expérience unique avec eux, quoi. Ouais, le chef Sherpa, il est venu à Katmandou nous chercher à l'aéroport avec le chef logistique qui lui reste à Katmandou.
avec qui on avait traité au téléphone, par internet en France, quoi. Et du coup, il nous a accompagnés jusqu'au départ de Katmandou, 43 jours après, quoi. Donc on a tout fait avec lui, on a fait le trek vers le camp de base, il a tout le temps été avec nous. On est redescendu à Namche Bazar pour se reposer un peu juste avant le summit de push, quoi. Et ben il était là aussi, enfin voilà, il est vraiment tout le temps avec nous, et quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais avec qui ça a matché tout de suite. Il y avait vraiment une sorte de symbiose, plutôt des énergies, et c'est lui qui est venu, qui a découvert l'océan, qui est venu sur mon bateau avec le responsable logistique, quoi. Ok. À quel point, pendant combien de temps après tu t'es senti fatigué? C'est quand même, le corps se dégrade quand même beaucoup. J'en parlais avec Sophie qui me disait que la récupération était de plus en plus longue quand même à chaque fois. Elle rigolait d'elle-même en disant que c'était peut-être l'effet des âges aussi, mais que c'était aussi peut-être l'effet de l'enchaînement des sommets. Toi, c'est à quel moment peut-être que tu t'es dit, tiens, c'est bon, là, j'ai récupéré? En fait, physiquement, je me sens pas franchement atteint, à part les 2 jours après le summit de push, quoi. Mais très vite, j'ai l'impression d'être déjà présent. Et c'est le cas parce que, en fait, je crois que c'est une semaine après le sommet, je suis de retour en France, et je passe, je crois que c'est du jeudi au dimanche à Paris, et le mardi de la semaine d'après, je suis en navigation sur mon bateau. Donc physiquement ça va très vite. Par contre mentalement, ça je m'en rends pas compte tout de suite, mais là je mets du temps, et je me fais accompagner par le centre 3D en Perform pour justement extérioriser les choses et comprendre ce qui se passe, quoi. Mentalement ça a été plus compliqué, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cerveau qui est un peu plus lent, c'est des pensées, c'est l'envie de revenir là-haut, c'est quoi? C'est plus un blocage émotionnel, en fait, de par le fait que t'es mis dans des situations que t'as pas l'habitude de voir. T'es en contact fortement avec la mort comme jamais tu peux l'être ailleurs, ou alors sur un champ de bataille, et c'est tous ces alertes que tu peux avoir, ces messages qui sont envoyés, que tu reçois, qui viennent à te mettre sur un niveau de contrôle très important, dont tu peux quasiment pas sortir seul, en fait. J'ai beaucoup pensé à tous ceux qui étaient pas prêts à vivre ce qu'ils ont vécu, et à tous les gens qui étaient pas conscients sur leur dernière partie d'ascension, en me disant, eux, ils sont pas accompagnés, ils ont pas été préparés, donc c'est sûr qu'ils sont pas accompagnés à en sortir. Mais dans quel état ils reviennent, et comment ils s'en sortent de ce truc-là, quoi. Parce qu'ils vont être en permanence en recherche d'une sorte d'adrénaline sans savoir pourquoi. Et moi, je m'en rends compte parce que voilà, j'ai un cadre de préparation et que je suis à l'écoute de mon corps, et je vivais des scènes qui normalement étaient plutôt top, où t'es en euphorie, et puis en fait, je me rendais compte que c'était ni bien ni pas bien. Et c'est là où je me suis dit que ouais, il y avait des choses à faire, quoi. Ok. Ah, donc à ton retour, ouais, t'as moins de dopamine, en fait. C'est un espèce de shutdown. C'est ça, t'es aussi en alerte permanente, c'est-à-dire que quand tu traverses la cascade de glace, que on vient de te dire qu'il y a 3 Sherpas qui y sont restés, que ils sont là en dessous là, et que à tout moment il y a un bloc de glace qui tombe, il est tombé où? Ah non, il est tombé à 50 mètres derrière toi. Ah non, il est tombé devant. Qui fait nuit, que tu vois pas où ça tombe. Que ton collègue avec qui tu étais parti depuis la France est devant, et que tu l'appelles, qu'il répond plus parce qu'en fait il est de l'autre côté du bloc, et qu'il t'entend pas, en fait, le son passe au-dessus de lui. Des tas de choses qui font que ouais, t'es en alerte permanente, et quand tu reviens t'es encore en alerte, quoi. T'as l'impression que la tour Eiffel va te tomber sur la tête. Ouais. C'est marrant, on m'a jamais parlé de ça, tu vois, cette difficulté à débrancher, à redescendre, quoi. Je pense pas que j'aurais pu t'en parler si j'avais pas été accompagné à extérioriser les choses, parce que clairement, à l'issue de mon Vendée Globe 2020, c'est sûr qu'il y avait des tas de choses comme ça. Je pense.
Enfin, clairement, il y a eu beaucoup de moments durs pendant le Vendée Globe, et finalement, si t'en as pas conscience, tu sors de là, bon, c'est fini, quoi. Non, en fait, il y a toujours des traces. Et là, ce que j'y ai vu, c'est que si j'arrivais pas à extérioriser ça, j'aurais pas forcément été en mesure d'aller mettre la même énergie que je mets d'habitude sur les défis que je me lance, quoi. Là, au moins, on a désenfoui tout ce qui l'était dans le cerveau, et je suis en capacité, quoi. Pourquoi tu fais tout ça, Maxime? Je pense que j'ai soif de défis, j'ai soif d'aventure, de découverte. Je le fais pour une cause. Je le fais pour moi-même, hein, déjà, avant tout. Mais je le fais aussi pour une cause, vaincre la muco. Je suis passionné de sport en tout genre. Je le savais pas forcément avant, mais je suis aussi passionné de santé, en fait, du bien-être du corps et de la machine que c'est, qui est incroyable. Et aujourd'hui, l'ensemble de mes défis, c'est la santé par le sport, quoi. Ok. Au moment où cet épisode va sortir, tu seras probablement sur les mers. Ouais. On va dire, tu vois, aller 2-3 semaines après le départ du Vendée Globe. T'espères être où à ce moment-là? On va dire 2 semaines après. J'espère être dans plutôt la tête de la flotte, encore à côté de mes concurrents de chaque course, et puis avec un bateau en bon état, prêt à commencer à affronter les mers du Sud. Je pense qu'on se rapproche de ce qu'on appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'est entre l'Afrique du Sud et le Brésil, on va dire. Donc on sera vraiment dans les derniers instants plutôt calmes avant de rentrer dans ce fameux tunnel tout gris qu'on peut avoir avec des mers déchaînées et du vent très très fort. C'est souvent assez fort en émotion. Enfin, je l'ai vécu qu'une fois, mais en tout cas ça a été fort pour la première fois. Et de ce que racontent ceux qui l'ont fait plusieurs fois, c'est fort parce que on sait qu'on va rentrer dans une zone risquée, une zone hostile, et qui va durer un certain temps. La fin, c'est le Cap Horn. Donc c'est quand même assez fort en émotion là-bas. Ouais. Ok. T'as envie de te passer un petit message? On t'enverra le podcast. Je vais. Ah ouais, carrément, c'est possible. Mais je sais que c'est Arnaud Boissière qui écoute beaucoup de podcasts, et Alan Rourin aussi qui écoute beaucoup de podcasts quand ils sont sur l'eau. Ils disent que ça leur fait un peu ça leur fait du bien, tu vois, de se nettoyer un peu l'esprit. Et le tout premier qui l'a fait, rien à voir, c'était Stéphane Brognard pendant qu'il était en train de traverser à la rame, lui. Et en fait, tous les jours, il se faisait un épisode de podcast qu'il avait téléchargé avant. Donc il est arrivé en Guadeloupe, je crois, ou Martinique, je sais plus exactement. Il avait l'impression de me connaître par cœur, quoi. Il avait fait un épisode par jour. Il s'était bien occupé. Oui, j'avais aussi prévu d'en télécharger, mais je suis pas sûr que j'ai envie de m'écouter pendant que je fais le Vendée Globe. Non, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de te dire quand même? Tu vois, à ce moment-là, c'est... De rester focus, de faire comme j'aime bien faire, de pas trop regarder ce que font les autres et de faire mon propre chemin, et puis que le meilleur gagne, quoi. Ok. C'est une belle parole de fin. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. À bientôt.